Alors, comme tout le monde, je vais commencer par remercier l'INSPE et Pierre, monsieur le directeur, qui nous accueille de manière remarquable. Merci au réseau des INSPE d'avoir choisi ce thème. C'est vrai que la question de la sémantique du vocabulaire est importante, mais étant la représentante du futur employeur des étudiants que vous formez dans les INSPE, nous dépassons cela. Nous avons à prendre en charge de manière très concrète la suite de la formation que vous avez donnée aux étudiants sur le volet très concret, les rassurer, etc. Et puis surtout, bien leur faire comprendre que lorsqu'ils vont arriver dans le métier, pour de vrai, ils vont en effet être soumis à une avalanche d'injonctions dans tous les sens, se rendre compte qu'on va leur demander de faire plein de choses. Et ils ont souvent l'impression, actuellement, les jeunes enseignants, premier, second degré, comme les plus chevronnés, sont fatigués, ont l'impression vraiment d'avoir un empilement, un millefeuille. Et voilà, depuis essentiellement le Covid et depuis cette espèce de basculement qui nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, ils ont l'impression que ça se rajoute. Alors, on est loin bien sûr d'adhérer à cette vision des choses quand on est à la place où je suis. Donc voilà, mon métier de base, c'est IAIPR, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale d'histoire-géographie. Donc j'avais déjà une petite teinture, on va dire, sur tout ce qui est valeurs, géographie, etc. Plus qu'histoire. Bon. Donc déjà, je pars avec une espèce d'incongruité dans un monde où 90%, enfin dans une discipline où 90% des enseignants sont des historiens. Et depuis quelque temps, on travaille, parce que l'Académie de Lyon est aussi variée que toutes les autres et très diversifiée, on travaille sur le fait que pour bien apprendre, il faut aller bien. Voilà, les études, les recherches ont conforté ce que l'on pressentait intuitivement. Donc, on a un dispositif qui dit aller bien pour mieux apprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire aller bien en classe ? Question de contexte. Et là, on voit tout de suite que lorsque le contexte est décidé pour les élèves, sans participation des élèves, ça peut être compliqué. Alors vous êtes en train de vous dire, mais de quoi elle nous parle là ? On est sur quelque chose qui a un lien avec la durabilité et elle nous parle de contexte de classe, de climat, etc. Parce que c'est bien joli d'agir pour la planète, de sauver la planète et les différents animaux, de préférence mignons. Pas grand monde qui a envie de sauver les araignées ou je ne sais trop quoi. Donc, bon, on est sur, me semble-t-il, aussi le besoin de revenir sur du bon sens et sur quelque chose de très, très terre-à-terre. Les grands principes de notre école républicaine, c'est l'éducabilité de tous. Voilà, même si c'est dur. Même si on n'est pas du tout sûr de réussir, c'est l'humilité aussi, parce que les enseignants sont loin de tout savoir, les inspecteurs et les cadres aussi, faut être clair. Donc voilà, la complémentarité. Madame l'inspectrice générale a lourdement insisté sur le fait que nous avons tous des compétences qui sont complémentaires et que plutôt que de les exercer en tuyau d'orgue ou de les exercer de manière frontale ou en confrontation, plutôt essayer de voir comment est-ce qu'on peut tous contribuer à quelque chose et surtout donner du sens. Donner du sens, c'est ce qu'on essaye de faire. Un exemple,
qui part vraiment d'un excellent sentiment de l'école élémentaire, pratiquement jusqu'au lycée. Les élèves sont heureux de collecter des bouchons. Vous savez, les bouchons des bouteilles en plastique. Donc ils font ça pratiquement de la maternelle au lycée, jusqu'à pousser les parents à acheter des bouteilles en plastique, hein, parce que voilà. Bon, vous voyez tout de suite où je veux en venir, mais et alors quand on leur pose la question, mais alors on en fait quoi de ces bouchons? Ah ben y a des gens qui viennent les chercher et puis après on en fait des fauteuils pour les handicapés, ou bien alors ça sert à financer des chiens d'aveugles. Ah bon, ils sont en plastique? Enfin, et ce qui se passe entre le bouchon et le chien d'aveugle. Bon. Donc le sens, véritablement le sens. Donc qu'est-ce qu'on a essayé de promouvoir depuis des années? Depuis 2004, c'est la première généralisation. L'Éducation nationale n'avait pas attendu 2004 pour se lancer. La première éducation à l'environnement et au développement durable, c'est 1977. Donc voilà, on n'est pas très loin aussi voilà, du rapport Meadows, etc. Donc ça fait longtemps. Et c'était accessoire. C'était voilà, le truc en plus. Hein. Si on a le temps, on en parlera. Dans les programmes, ils ont tous été revus il y a 2 ans, 2020. Donc 3 ans, ils ont tous été revus avec, pour les collèges, vraiment des rajouts en vert. C'est, je pense, purement une coïncidence. Mais voilà, comment arriver à ne pas faire en sorte que ce soit la chose qui est en plus, mais que ce soit un langage commun. Un langage commun. Tout à l'heure, enfin ce matin, j'avais posé la question sur les 17 objectifs de développement durable, donc pour les situer, 2015, les accords de Paris, etc. Donc vraiment une conjoncture où on s'est tous lancés. Ça me fait toujours penser au serment du jeu de paume, vous savez, pendant la Révolution, voilà. Et puis après le lendemain, on réfléchit. Et donc ça y ressemble un peu. On est sur quelque chose qui doit petit à petit se mettre en cohérence. Comment faire? Regardez autour de soi, dans un établissement, il se passe plein de choses. Dans une école, il se passe plein de choses. Dans un établissement, vous avez des individus qui, à titre personnel, vont s'engager. Quel est l'enjeu? Déjà, le recenser, le faire savoir, essayer de donner une visibilité, essayer aussi de voir en quoi ça contribue à la formation des élèves, disciplinairement, et surtout, ce qui nous manque beaucoup en termes de repères humains, de valeurs, de compétences, ces fameuses compétences du XXIe siècle, qui devront s'exercer dans un monde dont on ne sait pas trop grand-chose. Mais une chose est sûre, c'est que la nature est entrée en mouvement. Et face à la nature, l'humain est au milieu, petite chose là, au milieu, pas au-dessus, comme on l'a cru trop souvent. Voilà, c'est cette aspiration qu'ont les élèves, qu'ont les enseignants qui, intuitivement, ont compris que les enfants, avant d'être des élèves, ce sont des enfants, ont besoin de cadre, et qu'à l'intérieur du cadre, la manière de faire, c'est celle qu'on ose, qu'on essaie, et qui fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on reprend sa copie, on réajuste et on recommence. Parce que ça peut marcher avec une classe et pas avec une autre, ça peut marcher une semaine et pas une autre, etc. On est sur de l'humain. Donc, bien sûr, les étudiants, j'allais dire les élèves, pardon, mais les étudiants que vous formez ont, pour certains, déjà une conscience, et ont eu la chance d'avoir une conscience qui est formée. Pour d'autres, pas vraiment. Et puis, souvent, une représentation du métier idéalisée. Voilà, je suis professeur, donc je suis professeur.
Enfin, comment se fait-il qu'il ne soit pas BA devant, alors pour le second degré, la discipline qu'enseigne le jeune ou la jeune enseignante, c'est compliqué, hein. Des professeurs qui ont face à eux des élèves de plus en plus divers, que ça soit notifié ou pas. Lorsque un élève ne sait pas pourquoi on lui demande de faire quelque chose, eh bien, il réagit comme un adulte. Vous voyez de quoi je veux parler ? Il fait autre chose. Voilà. S'il est bien élevé, il le fait discrètement. S'il l'est un peu moins discrètement. Donc, comment arriver à fédérer tout ça ? Eh bien, nous avons heureusement des cadres de plus en plus précis, mais qui laissent une grande liberté dans la mise en œuvre. Je crois que c'est ça qui est important, et surtout qui responsabilisent. On ne reprochera jamais, et là je parle en tant qu'inspectrice, on ne reprochera jamais à un professeur qui a essayé quelque chose de ne pas avoir complètement réussi, d'avoir raté, du moment que ça a du sens, du moment que c'est justifié, et du moment que c'était prévu pour avoir un impact sur la formation de nos jeunes citoyens en devenir. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de citoyenneté, c'est vrai qu'on a beaucoup et très longtemps, et encore parmi nos cadres, des gens qui pensent que c'est simplement l'environnement. Voilà, il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé, et que j'appelais un chef d'établissement ou que j'allais le voir, très souvent, écoutez, madame l'inspectrice, il n'osait pas vous êtes bien gentille, mais c'était quand même assez transparent, mais en ce moment-là, on a autre chose à faire que de s'occuper des fleurs, de la mare pédagogique. Enfin, vraiment, on a un souci de climat scolaire. Et tout d'un coup, quand on dit « Ah, ça tombe bien, tiens, souci de climat scolaire, alors on va en parler, qu'est-ce qui se passe, où ça se passe ? Ah oui, le CDI, ceci, cela. Ah, mais comment il est ? Montrez-moi le CDI, comment est-ce qu'il est ? » Alors, il ne s'agit pas de donner des leçons, on ne se le permettrait pas, mais simplement de soulever les questions. Et c'est la même chose avec les élèves. C'est la même chose en classe. Bien sûr, vous avez un programme. Oui, c'est sûr. Et puis vous avez des manuels aussi. Enfin, vos étudiants vont être confrontés à des manuels. Moi, il y a quelque chose qui m'horripile toujours dans les manuels de géographie. Ce sont les 3 piliers du développement durable. Il n'y en a pas 3, il y en a 4. Ça fait, 15 ans, 20 ans qu'on le leur répète, mais bon, c'est pas un souci. Pourquoi ? Parce que culturellement, d'un bout à l'autre de la planète, nous n'avons pas les mêmes représentations. Et ça prend du sens. Vous n'allez pas enseigner ou parler d'éducation au développement durable à la Croix-Rousse, comme à Vaux-en-Velin. Pourtant, tous les élèves ont en principe ce même besoin, sauf qu'il y en a qui ont des besoins vitaux à résoudre, qui viennent en classe, et puis d'autres, il y a eu des exemples ce matin. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est plus sur les comportements, et donc sur des éducations au choix, sur des éducations ces fameuses éducations transversales, que sur des solutions. Les solutionnistes, ça n'engage que moi, mais à mon avis, ne sont pas plus crédibles que les climato-sceptiques. Voilà, parce que, non, on travaille comme ça, à tâtons, et par conséquent, nous sommes plutôt sur une démonstration qui va partir très modestement, comme l'a dit Madame l'inspectrice générale, avec les petites classes, plutôt sur le ressenti, sur le sensible, sur la découverte, et petit à petit, on monte vers l'abstraction, on arrive
on arrive à avoir quelque chose qui va être plus en lien avec le complexe au sens général, au sens large, j'allais dire. Des liens avec plein de pelotes. Un exemple très, très simple, il y a des actions avec le très nombreux partenariats, des actions qui nous donnent l'occasion de travailler sur des sujets parfois très pointus, et notamment, vous en avez peut-être entendu parler, c'est financé par les certificats d'économie d'énergie. C'est porté par le CEREMA et l'IFPEB, hein, qui est l'organisme qui s'occupe des bâtiments. Ça s'appelle CUBE-S. Un programme de réduction d'énergie fondé uniquement sur les comportements. Désormais, ça devient acté CUBE-S, bon, parce que ça a été repris. Et il se trouve qu'un collège de l'Ain a obtenu le cube d'argent, c'est-à-dire le 2e prix national. Or, ce collège a été construit il y a 2 ans. Il a toutes les normes de qualité environnementale, etc. Et en 1 an, en jouant juste sur les comportements, ils ont eu 19,8% d'économie d'énergie. Alors tout le monde me dit, bah oui, mais c'est parce qu'ils sont haute valeur. J'ai dit, ils l'étaient déjà l'année précédente. Juste par l'action des éco-délégués. Alors ça aussi, c'est nouveau. Les éco-délégués, on donne la parole, on peut interroger sur les moyens qu'on leur attribue vraiment, mais dans les établissements où le personnel est sensibilisé, où le chef d'établissement est sensibilisé, il y a une véritable prise en compte. C'est un établissement qui est aménagé pour qu'on s'y sente bien, aussi bien les personnels que les élèves. C'est pas toujours possible, ça marche pas à 100%, jamais. Mais voilà. On est sur quelque chose qui permet aux situations d'apprentissage d'être peut-être rythmées différemment. Les professeurs qui vont se former, ça aussi c'est important. Les professeurs qui vont se former, qui parlent le même langage et qui finalement satisfont à ce référentiel des compétences professionnelles des métiers de l'éducation et de l'enseignement, plutôt de l'enseignement et de l'éducation, qui est le guide, le référentiel métier pour chacun. Donc comment arriver à faire exercer une citoyenneté scolaire ? Eh bien, peut-être aussi en faisant comprendre aux élèves que plutôt que de faire le pilier de grève ou de faire un petit peu n'importe quoi, eh bien, il y a des instances qui fonctionnent. L'engagement, quand on respecte un minimum de forme, eh bien, ça peut marcher, on vous écoute. On parlait, le collègue du Sénégal parlait justement de tout ce qui est l'exemple, faire vivre l'exemple, oui, en effet. Doit-on être exemplaire pour faire de l'EDD ? Non, je ne pense pas qu'on doit cocher toutes les cases, parce que l'adaptation au local est importante et primordiale. On peut transférer un certain nombre d'expériences, on ne peut pas les plaquer. La légitimité comme l'engagement, ça ne se décrète pas. Ça se suscite, ça s'encourage, ça se reconnaît, mais on est sur quelque chose qui va permettre à chacun de trouver sa place. Quand on est au collège, parce que la France a fait ce choix, on a tous les élèves qui sont sur notre sol, et où que soit ce sol. C'est un engagement très très fort. La plupart des enseignants
la quasi-totalité des enseignants ne sont pas là par hasard. Ça mériterait peut-être une réflexion et je crois une reconnaissance que les parents ont. Ce matin, la vice-présidente de la métropole de Lyon parlait de cette peur que les parents peuvent avoir. Je peux vous dire que dans les établissements labellisés école, alors E3D, ça veut dire école ou établissement en démarche de développement durable, les parents sont fiers. Les mamans voilées ont commencé par venir, très fières, et puis on a eu les papas. Voilà. Donc, quelques exemples. C'est vrai que je me suis un peu trompée sur la commande, donc ce n'est pas du tout ce que j'avais préparé. Mais donc là, je suis en train de vous parler en live. J'espère que je ne pars pas en live. Mais on est sur, me semble-t-il, quelque chose qui est très important, c'est la confiance que l'on peut s'accorder les uns aux autres. C'est le fait d'oser, d'expérimenter, d'aller trouver les gens pour dire, est-ce que toi, tu fais comme ça, ou bien j'ai ce projet-là, est-ce que ça t'intéresse? De rassurer où qu'on soit. Et je crois de croire en l'éducabilité à n'importe quel endroit et à n'importe quel âge.